Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative 2, le tracking dans Blender. Si vous aimez la série, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Et non, vous ne rêvez pas, on passe enfin dans Blender, laissant derrière nous, pour l'instant au moins, After Effects. Cependant, avant de commencer, je vous rappelle que la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui est la technique manuelle de tracking dans Blender. Il existe une version automatique qu'on ne verra pas ensemble aujourd'hui. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus éventuellement. Mais la version que je monte aujourd'hui est celle qui vous garantit presque à 100% de réussir votre tracking. Oui, elle est un peu plus difficile, elle est un petit peu plus chiante, mais croyez-moi, elle est beaucoup plus efficace sur le long terme. Cela étant dit, on va fermer le splash screen, aller dans le petit plus ici, VFX, et on va choisir Motion Tracking. Arrivé là, il faut ouvrir notre séquence d'images qu'on a créée la semaine passée. Je vous rappelle au passage qu'on est mieux d'utiliser une séquence d'images plutôt qu'une vidéo. Donc, pour ça, on va aller dans Open. Voilà. On va aller chercher notre séquence d'images. On clique sur la première et normalement, il va détecter qu'il s'agit d'une séquence d'images et non pas d'une image fixe. Maintenant, si on regarde ici, on voit que notre séquence commence à la frame 0 et qu'elle se rend jusqu'à la frame 288. Donc, on va aller changer notre Start et End et on est prêt à commencer. Cependant, on ne va pas commencer à 0. On va se placer au milieu de notre séquence, c'est-à-dire à la frame 144, parce que de cette façon-là, on n'a non pas une longue séquence de 288 frames à traquer, mais deux petites de 144 frames. Ça peut avoir l'air con, mais croyez-moi, ça fait une énorme différence dans notre charge de travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, on va se créer notre premier tracker. Pour ça, on va aller dans notre menu sur le côté. On s'assure qu'on est dans Track, juste ici. Et on choisit Add. Ça n'a rien fait, rassurez-vous, c'est normal, il faut cliquer dans l'écran pour intégrer notre premier tracker. On va prendre celui-ci. Cependant, en ce moment, l'affichage n'est pas complet. Il nous manque notre Search Region. Pour l'afficher, on va faire Alt-S au clavier et ça fait apparaître un deuxième cadre. Ce que le logiciel va faire de frame en frame, c'est chercher ce motif-là dans le petit carré à l'intérieur de cette région-là de frame en frame. On peut donc prendre le temps de replacer notre tracker pour être sûr qu'il soit bien au centre à un endroit facilement reconnaissable. Croyez-moi, ça a une importance. On va ensuite agrandir avec S sur le clavier cette région-là. Et on peut au besoin agrandir ou rétrécir notre Search Region. Je vous rappelle aussi au passage que les raccourcis clavier G pour Grab et S pour Scale, en plus de rotation, R, fonctionnent également dans cette interface-là. Maintenant, avant de traquer, si vous regardez à gauche, vous avez Tracking Extra Setting. Si vous allez à l'intérieur de ça, vous allez cliquer dans Corrélation et on va le mettre à 0.9. Ça va faire en sorte que votre tracking va s'arrêter beaucoup plus souvent. En fait, aussitôt que le logiciel va avoir un petit doute de 10% d'erreur, eh bien, il va vous demander votre avis. Si vous le laissez plus bas, oui, il va faire le tracking plus facilement, mais il va risquer de faire beaucoup plus d'erreurs. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer notre tracking. On a déjà placé notre tracker au bon endroit. On va aller à droite, aller dans le menu Track ici, ce qui va nous donner quelques informations supplémentaires. On va l'agrandir, s'assurer que cette région-là soit à peu près carrée. Vous remarquez qu'il s'agit d'un aperçu de notre motif de recherche qui est ici. Et on va utiliser ceci pour replacer notre tracker si jamais il se déplace. Maintenant que c'est fait, on peut traquer vers l'avant avec le bouton qui est ici, vers l'arrière avec le bouton qui est ici, vers l'avant d'un seul frame avec le bouton qui est ici, vers l'arrière d'un seul frame avec le bouton qui est ici. On va commencer par essayer d'aller le plus loin possible en utilisant la flèche vers l'avant et on regarde ce que ça donne. Vous vous rendez compte que mon tracking s'est arrêté. On se retrouve avec un bel écran rose foncé. C'est de toute beauté, mais ce n'est pas exactement ça que je veux. C'est que le logiciel n'a pas réussi à suivre notre tracker arrivé à ce frame-là. Rassurez-vous, c'est excessivement facile à ranger. On va juste vérifier s'il a bien suivi jusque-là. Oui, le tracking fonctionne. Vous pouvez utiliser les flèches gauche et droite pour vous déplacer dans la timeline. Et arrivé là,
ce qu'on veut faire, c'est simplement aller replacer notre tracker avec G au clavier et on vient le replacer au même endroit. Ici, je vous préviens, vous ne devez pas le placer à l'aveuglette et y aller simplement à l'œil. Vous devez vérifier une fois qu'il a été replacé si le motif semble à peu près immobile ici d'un frame à l'autre. Donc, back, avant, back, avant. On fait des va-et-vient et en ce moment, vous voyez qu'il gigote un petit peu. Donc, on va essayer de le replacer un petit peu mieux. C'est vraiment quelque chose littéralement au demi-pixel près. Donc, c'est pas le moment d'être paresseux ou de se dépêcher. Ici, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va voir la différence entre un tracking réussi et un tracking échoué. Voilà. Et une fois qu'on a replacé notre tracker et qu'il est stable d'un frame à l'autre, c'est normal qu'il bouge un petit peu, ça reste des frames différents, il y a la compression, quoique cette version-là du footage devrait être très peu compressée. Et une fois qu'on a ça, on devrait être bon pour passer à l'étape suivante et refaire un tracking vers la fin. Il a maintenant réussi à tracker jusqu'au bout. Il nous reste la première moitié du clip. On va revenir au frame 144 et aller cette fois-ci en direction du début avec la flèche qui va vers l'arrière. Encore une fois, il faut replacer le tracker. On revérifie s'il est bien placé. On voit qu'il bouge un petit peu. On va le replacer le plus précisément qu'on est capable de le faire. Encore une fois, prenez le temps de faire cette étape-là, de vérifier, revérifier, revérifier, parce que c'est ça qui va faire la différence entre un bon tracking et un mauvais tracking. J'en profite aussi pour dire que être capable de tracker comme ça, ça peut avoir l'air con, mais ça peut vous donner accès à des emplois d'entrée dans certains studios. Je ne vais pas nommer de studio en particulier, mais si vous faites rechercher dans les sites de recherche d'emploi Matchmover, eh bien, si vous avez un bon démo avec du tracking, vous pouvez peut-être réussir à entrer dans ces emplois-là. Cependant, c'est sûr que ces compagnies-là n'utilisent pas nécessairement Blender pour faire leur tracking. Ils vont utiliser plutôt des logiciels tels que PFTrack, qui est un peu la référence, mais qui est aussi très, très cher. Donc, si vous voulez un petit conseil, vous pouvez vous faire un démo relativement fonctionnel avec Blender et apprendre avec la version, disons, démo de PFTrack comment l'utiliser afin de mettre sur votre CV que vous le connaissez et ainsi appliquer dans des emplois de matchmoving. Voilà, il a encore perdu, on va aller le replacer. Encore une fois, prenez votre temps. C'est ça qui va faire toute la différence. Voilà qui est fait. Et il a réussi à traquer l'entièreté de ma séquence sur ce tracker-là. On va pouvoir passer à la prochaine étape qui est de créer un deuxième tracker. Oui, je le sais, c'est un peu répétitif, rassurez-vous, mais c'est normal. Cela dit, combien de fois il faut faire ça? Je vous l'ai dit en début de série, c'est environ une douzaine de trackers qu'il faut pour que notre séquence soit fonctionnelle. Cependant, je vous garantis que si c'est votre premier tracking, vous risquez de vous tromper quelques fois. Donc, je vous recommanderais d'en faire environ une vingtaine. Comme ça, vous allez pouvoir effacer ceux qui fonctionnent le moins. Cela dit, vous remarquerez que dans ma séquence, j'ai pris la peine d'indiquer 30 cm ici. Ça veut dire qu'entre ce tracker-là et ce tracker-là, on a 30 cm d'espace. On va en avoir besoin pour reconstituer notre scène, donc on va traquer ces deux trackers-là. On va commencer par celui-ci, ce qui va me permettre au passage de vous montrer une autre technique de tracking. En ce moment, on a utilisé le tracking de base, mais si on descend dans cette interface-là et qu'on va dans Tracking Settings, on a motion model,
Et si on l'ouvre, on a entre autres Perspective. Perspective, je ne l'aime vraiment pas parce qu'il a tendance à planter très facilement, mais je sais qu'avec ce tracker-là, il fonctionne relativement bien. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de reproduire le plus précisément la forme de mon tracker qui est ici. Attention. Voilà. Et je vais le laisser à Perspective. Pour ce qui est du match-ci, je vous recommande sincèrement de le laisser à Keyframe. Pourquoi? Parce que si vous faites Previous Frame, ce qu'il va faire, il va tout le temps mettre à jour votre tracker, ce qui va faire en sorte que votre tracker, malheureusement, risque de dévier au cours du tracking, tandis que si vous faites Keyframe, il va toujours se baser sur le dernier frame que vous avez replacé manuellement, ce qui va vous donner un tracking beaucoup plus stable au final. Donc, maintenant qu'il est prêt, on va le lancer vers la fin. Comme vous voyez, sur celui-là, le tracking Perspective fonctionne à merveille. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Par exemple, je sais qu'avec ces deux-là, il ne fonctionne absolument pas. Donc, si vous voulez l'essayer, allez-y, mais je peux vous dire qu'il ne fonctionne pas systématiquement. Donc, on le relance vers le début. Et ça a fonctionné. Donc, on se retrouve avec deux trackers de fait. On va passer à un troisième. Rassurez-vous, on ne va pas faire tous les trackers ensemble, mais on va en faire encore un ou deux derniers juste pour vous montrer quelques fonctions supplémentaires que vous pouvez utiliser. On va aller se créer un nouveau tracker, on va le placer sur celui-ci et celui-là, au lieu d'utiliser location comme on avait au début ou perspective comme on vient de faire, on va aller choisir location, rotation, scale, ce qui va lui permettre lors du tracking de faire rotationner, de faire tourner votre tracker, de le scaler ou de le déplacer pour essayer de trouver la correspondance la plus proche possible. Ça peut avoir l'air con, mais cette fonction-là, c'est celle qui marche le mieux généralement pour faire du tracking dans Blender. Donc, on lance ça vers la fin. Comme vous voyez, ça marche très bien. On va aller le relancer vers le début. Voilà. On l'a perdu, on va juste le replacer. Ça reste beaucoup plus stable que ce qu'on a fait, mais vous voyez qu'en ce moment, j'ai une espèce de motion blur très désagréable. Malheureusement, il va falloir vous y habituer parce que quand on fait du tracking, on a toujours ce genre de motion blur-là. C'est juste normal. Cela dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit essayer de le replacer le plus proche possible. Mais dans un cas où est-ce qu'on a du motion blur comme ça, c'est pas nécessairement facile. Il y a un truc cependant que je peux vous donner, c'est que si vous regardez la déformation, s'en va vers la direction opposée au mouvement et dans la direction du mouvement, essayez de faire en sorte que cette déformation-là, ce blur-là, soit le plus centré que possible sur le tracker. Donc, normalement, ça, je pense qu'on est relativement bon. On va pouvoir relancer le tracker. Et voilà, on a fait notre tracking sur notre troisième tracker. On en fait un dernier pour la route. Et on va passer à la scène que j'ai pré-cuite pour la vidéo. Donc, on va aller faire, disons, allez, celui-là. Allez, là, l'air sympathique. On va le lancer directement ici. Et c'est parti. Encore une fois, petit motion blur. Il ne faut pas paniquer, simplement essayer de centrer le motion blur sur le mouvement. Donc, je pense que ça, c'est pas trop mal. On est assez proche. On voit que si je passe d'un frame à l'autre, il ne bouge pas vraiment. Mais rassurez-vous, le motion blur peut être un petit peu plus permissif dans certains cas. Donc, essayez quand même de le centrer au maximum, mais on peut ne pas s'attendre à des miracles. Là, encore une fois, il l'a perdu. On va le replacer. On voit qu'il bouge un petit peu. On prend le temps de le placer le plus précisément possible. Voilà, on n'est quand même pas trop loin. Ça devrait le faire pour la démo.
On relance le tracking. Encore une fois, il s'arrête, on le replace, on vérifie. Encore un peu de motion blur. Là, il va falloir le replacer un petit peu. Voilà, juste ici, je pense que ça devrait le faire. On relance vers la fin. Un petit replacement. Encore un peu. Et on relance vers la fin. Voilà. On revient au frame 144. Vous remarquez que je prends toujours le même frame, le frame 144. Ça va avoir une importance tout à l'heure. Et on relance vers le début. On replace. Je crois que vous commencez à comprendre. Prends le temps de vérifier le plus précisément possible. Ça devrait le faire. Vous remarquerez que ici, j'ai oublié d'activer le rotation, location, scale. Et c'est ce qui explique pourquoi il bloque un petit peu plus. Mais j'en profite pour vous montrer que c'est quand même possible de peaufiner son tracking, même si on n'a pas cette option-là, ou même si cette option-là ne fonctionne pas pour stabiliser notre tracking. Presque terminé. Encore une fois, motion blur. On ne panique pas, on essaye de le centrer au maximum. Par exemple, ici, on sent qu'il se déplace un petit peu trop vers le haut ici. On va essayer de le centrer au maximum. Je pense que ça, c'est pas trop mal. On relance vers le début. On replace. On vérifie. Voilà. On relance vers le début. Généralement, rendu là, ça fonctionne. Voilà. Donc, on a fait déjà 4 trackers. Je ne vais pas vous embêter avec le reste du tracking. J'ai déjà une scène de préparer. Je vous retrouve dans un instant. Et voilà, le tracking est terminé et je n'ai même pas eu besoin de faire de montage. Plus sérieusement, une fois que le tracking est terminé, dans ce cas-ci, j'ai placé de mémoire, je crois que c'était 16 trackers. On va passer à la prochaine étape. Donc, jusqu'à présent, on était dans le menu Track. Si on va passer à Solve, juste en dessous. Donc, on va changer quelques petits paramètres ici. Tout d'abord, keyframe A, on peut le laisser à 1, il n'y a pas trop de problème. Mais le keyframe B, on peut le mettre à 144 parce que c'est tout le temps là qu'on commençait. Quand je disais qu'il y avait une importance à toujours partir du même frame, c'est ici que ça devient important. Vous pouvez le mettre à A ou à B, qu'importe. Ici, ça va vous permettre de choisir 2 frames qui sont plus forts que les autres, autrement dit, envers lesquels vous avez une plus grande confiance, entre guillemets. Ensuite de ça, vous pouvez cocher Focal Length. Posez pas de questions encore une fois, je vous donne juste la méthode de base. Éventuellement, je ferai peut-être une vidéo sur du tracking plus avancé, mais pour l'instant, faites-moi confiance, ça va juste améliorer votre résultat. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire Solve Camera Motion. Et le but, là, on va remarquer qu'il y a un petit texte qui va apparaître en bas. Le but, c'est d'avoir un taux d'erreur de moins de 0,5 pixels. Je le sais, ça a l'air un petit peu bizarre, mais croyez-moi, il faut vérifier ça. Donc,
Solve Camera Motion. Et si on regarde en bas, 2.21. Oula, on est un petit peu au-dessus de 0.5. On va investiguer pour voir qu'est-ce qui se passe. Déjà, on peut revenir en haut ici et on a notre liste de trackers avec, entre parenthèses, un taux d'erreur pour chacun d'entre eux. Faites attention pour le taux d'erreur qui est affiché. Ce n'est pas nécessairement parce qu'un tracker a un haut taux d'erreur qu'il est nécessairement mauvais. C'est peut-être un tracker autour de lui qui a un très gros taux d'erreur et qui va le contaminer, entre guillemets. Donc, si on regarde, par exemple, le tracker 14, celui-là, donc celui-là peut être problématique. On va regarder le tracker 15, c'est celui-là. Celui-là peut être problématique. On va le revérifier. On va aller voir le 13 qui est à 2.6. Donc, celui-là, OK, on va le revérifier aussi. Donc, à date, c'est les trois qui sont ici qu'il faut garder en tête. On va aller voir aussi celui-ci qui est un petit peu faiblard. Celui-ci. Donc, c'est celui-là. Donc, OK, on va essayer de les examiner d'un peu plus près. En plus de cet outil-là de diagnostic, vous pouvez également utiliser les courbes qui apparaissent en bas de votre écran, donc ici. Pour les visualiser, si vous faites middle click, vous pouvez les déplacer. Si vous faites shift, contrôle middle click et que vous déplacez latéralement, vous allez étirer votre timeline. Et si vous le faites verticalement, vous allez l'étirer dans l'autre direction. Pardon. Et si vous regardez, l'ensemble de mes courbes sont totalement cohérentes. Autrement dit, elles sont toutes regroupées en vert et en rouge. En gros, vert, c'est la position en Y, rouge, c'est la position en X, et la bleue ici, c'est la position en Z qui essaye d'être interprétée, entre guillemets, par le logiciel. Mais on a certaines courbes qui sont un peu renégates. Donc, celle-ci, entre autres, qui est un peu problématique. Et il y en a d'autres un peu partout dans notre séquence. On va aller investiguer. Donc, si on regarde ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un tracker qui se déplace dans une direction complètement opposée aux trackers qui sont autour de lui. Et comme par hasard, c'est celui-ci. On va pouvoir aller vérifier maintenant qu'est-ce qu'il nous fait. Donc, on va aller regarder son mouvement global. Je soupçonne que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est absolument pas le fait que je l'ai traficoté pour m'assurer qu'il ne fonctionne pas. Donc, plus sérieusement, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On essaye de ne pas aller trop vite. Oh, vous avez vu ça? C'est pas normal. On va continuer à regarder ça. Oh là là! Pas très bon, chat. Donc, je crois que vous pouvez vous rendre compte par vous-même que ce tracker-là n'est vraiment pas stable. Bon, dans les faits, j'ai un petit peu fait exprès. En fait, je l'ai même saboté pour le dire comme ça. Donc, celui-là, déjà, on peut le supprimer. On avait dit qu'il fallait aussi vérifier celui-ci. On va aller voir d'un peu plus près. Il n'y a pas de l'air trop pire ici, mais on va regarder quand même qu'est-ce qui se passe. Donc, on peut regarder son mouvement global ou comparer sa position avec notre aperçu ici. Les deux fonctionnent. Personnellement, je préfère regarder les deux en même temps parce que des fois, l'aperçu ici semble identique, mais il passe d'un tracker à l'autre. Il faut faire attention à ça, ça peut arriver. Donc, gardez un œil sur les deux. Juste le replacer pour le voir. Voilà. Ah, vous voyez ici? Il bouge. Ouh là! Il bouge même beaucoup. Et ça, c'est pas très bon. Donc, celui-ci aussi, il est à jeter aux poubelles. Et maintenant que j'en ai enlevé deux, en fait, je vous recommanderais de le faire à chaque fois que vous enlevez un tracker. On va même le faire. Donc, avant d'enlever celui-ci, on va refaire le Solve Camera Motion, voir le taux d'erreur qui est maintenant à 0.5. On n'est pas trop mal, mais je le sais que celui-ci, il ne marche pas super bien. On va donc l'enlever. En fait, avant, on va même aller voir son taux d'erreur à lui est quand même à 1.44. Et tous les autres sont en bas de 1. Donc, on peut peut-être prendre le risque de l'enlever, voir ce que ça va me donner. Delete. Et Solve Camera Motion. Ah, 0.34, c'est pas beau ça. Donc, on a un très bon taux d'erreur. En bas de 0.5, c'est acceptable. Si vous pouvez tomber en bas de 0.4, c'est encore mieux. Et en bas de 0.01, c'est encore mieux. 0.34, c'est très bien, honnêtement. Donc, cela dit, on n'a pas terminé. Maintenant, il reste à préparer notre scène. Donc, on a solve notre caméra. Maintenant, il faut sélectionner notre floor. Pour ça, on va sélectionner 3 trackers qui sont posés au sol. Donc, disons
ces trois-là. On va faire floor. Voilà, notre floor est seté. On va maintenant sélectionner un tracker qui va être notre origine, donc set origin. À partir de notre origine, on peut aussi sélectionner l'axe des X. Celui-ci devrait faire tout à fait l'affaire. Set X. Et vous vous rappelez du 30 cm qui est ici. Donc, on va sélectionner ces deux trackers-là. Voilà. Et on va leur donner un scale de 30 cm, c'est-à-dire 0,3 mètres. Donc, cette scale. Et une fois que c'est fait, on peut maintenant Setup Tracking Scene. Voilà qui est fait. Donc, cependant, si vous regardez mon aperçu, il n'est pas tout à fait top. On va essayer de l'améliorer. Donc déjà, mon cube, il est un petit peu trop gros et si je regarde, il passe à travers le sol. C'est vraiment pas parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais juste faire tabulation. G pour grab, Z pour le contraindre à l'axe des Z et 1 pour le monter de 1 unité. Maintenant, si on regarde, il est en contact avec le sol, c'est mieux. 0 pour revenir en vue de caméra. On sort du mode edit avec tabulation et on va scaler notre cube jusqu'à ce qu'il soit à une taille cohérente pour notre scène. Je pense que ça fonctionne. Habituellement, on a ensuite la possibilité, si on veut, d'enlever le sol. Personnellement, je vous recommanderais de le laisser pour l'instant parce qu'éventuellement, on va faire notre compositing et ça peut être utile. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement faire Z et aller choisir Render, ce qui invisibilise mon sol et ça me permet de voir si mon cube glisse sur le sol par rapport à mon mouvement de caméra. Pour ça, ce que je vous recommanderais de faire, c'est simplement de placer votre cube en contact avec un des trackers. Donc, G pour grab, Shift Z pour le contraindre à l'axe des X et des Y et on va le faire glisser jusqu'à ce qu'il soit en contact avec un ou plusieurs trackers. Donc, je pense que ceci, ça devrait être un bon choix. Donc, on va le mettre directement ici. Et l'idée, c'est de balayer la timeline pour voir si notre cube reste en contact avec le tracker tout au long de la vidéo. Si j'ai bien fait le travail, ça devrait être pas trop mal. À date, c'est quand même bien, je crois. On peut aller en choisir un autre parce que on va passer bientôt de l'autre côté du cube, donc on risque de moins bien voir le premier tracker. Il y a un petit peu de glissement ici, je crois. Quoique c'est peut-être juste aussi un problème de parallaxe. Mais ça devrait être quand même pas trop problématique. Et je crois qu'on est bon. Donc, si on regarde plus globalement, notre vidéo fonctionne relativement bien. Ouais, ça le fait. Donc, une fois qu'on a notre tracking de complété, on peut passer à Layout et commencer à travailler notre scène. Si jamais vous voulez utiliser la caméra dans un autre logiciel, par exemple Maya, il y a cependant une petite étape supplémentaire à faire. Pour ça, on va choisir la caméra. On va aller dans les contraintes et vous remarquez que le solving de caméra est en contrainte. Autrement dit, ce n'est pas une véritable animation. Et effectivement, si je regarde ma timeline en bas, je n'ai pas de clé d'animation. Donc, il faut convertir ceci en animation. Ce n'est pas très compliqué. Rassurez-vous, il suffit de faire Constraint to F-Curve. Voilà qui est fait. Maintenant, on a des clés d'animation sur l'ensemble de notre séquence. Et on peut maintenant sélectionner notre caméra, aller dans File, Export. Et là, on va le faire en FBX. Et arrivé ici, il y a quelques petites étapes supplémentaires. Tout d'abord, on fait Selected Object Only. Ensuite de ça, on va aller dans Animation. On va pas simplifier notre animation et on va exporter notre séquence. Voilà. Et notre caméra a été sauvegardée en FBX. On va pouvoir l'utiliser dans un autre logiciel. Si on reste dans Blender, cependant,
je vous recommanderais de garder ça au cas où que vous retouchiez à votre tracking éventuellement. Mais on va quand même aller vérifier 2-3 petites choses. Entre autres, notre résolution ici devrait être la même que celle qu'on a trouvée lors de notre étape de dédistorsion, si vous vous rappelez bien. Donc, 2780, 2780, ça c'est bon. 1564, 1564, ça veut dire qu'on va pouvoir passer à l'étape des rendus. Mais ça, c'est ce qu'on va voir ensemble dans le prochain épisode. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.